Ravi de vous accueillir. Donc ce soir, on est un petit peu plus de 260 à être inscrits. Donc merci de votre fidélité et un grand merci donc à nos amis suisses d'être parmi nous. On va leur passer la parole dans quelques secondes. Donc c'est un premier voyage, une première excursion en dehors de France, puisque dans 15 jours, dans 15 jours, on se retrouvera aussi pour une excursion en Turquie, où on ira à la découverte d'un grand terroir un peu en sommeil, Ce serait avec bien, bien. une grande richesse ampélographique assez extraordinaire. Mais Justine, je vais peut-être te laisser introduire nos amis. Oui, bonjour. Donc ravie de recevoir, de mettre en honneur la Suisse et plus précisément le Valais et les parcelles voilà, notamment à Fully où vous êtes située, donc Marie-Thérèse, voilà depuis de nombreuses années, hein. Vous avez eu une première parcelle de vigne à l'âge de 17 ans. On va en parler tout à l'heure. Et puis voilà, aujourd'hui vous êtes avec Tristan Lelay, qui est le maître de chai au domaine aussi voilà, au domaine Chapa. Et donc aujourd'hui, on a l'honneur, le grand plaisir de recevoir Marie-Thérèse Chapa. Voilà. On est très contents. Et donc, l'idée, c'était essayer de comprendre parce que voilà, on est parti de cette bouteille avec Franck il y a un mois qu'on a Ça alors, dégusté. c'est énorme. Et elle était superbe pour une chouette occasion qui se trouvait avec mon anniversaire, hein. Donc, c'était Grain d'Or 2007. Et on s'est dit, mais c'est magnifique, tout ce qu'on peut ressentir dans ces vins, la poésie voilà, du lieu. Et voilà, on a eu envie de mettre en avant voilà, vos vins et comment ces vins, en tout cas, peuvent refléter vraiment le lieu. Voilà, grâce tout le travail que vous faites, vous, au sein des vignes. Donc, on avait envie de mieux comprendre et d'en faire partager, voilà, toutes les personnes qui sont qui sont au sein des formations avec nous. Alors, Marie-Thérèse, est-ce que vous voulez bien vous présenter et puis votre domaine avec Tristan? Oui. Alors, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Marie-Thérèse Chapa, je suis vigneronne à Fuy, en Valais, en Suisse. J'ai un domaine de 15 hectares, dont beaucoup de vignes sont en fermage, en location, situées sur plusieurs communes, Fuy, sur la rive gauche Chara, sur Chamoson même. Et on a de la chance d'avoir une grande diversité en Valais de dénivellation, de terroirs différents, calcaire, Fuy c'est granitique. On a le Rhône, bien sûr. Le Valais, c'est le début du Rhône. C'est les côtes du Rhône vraiment du nord. Et il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment une vallée qui ressemble à la vallée du Rhône chez vous. On a bien sûr que le Rhône est plus petit, mais les pentes, la topographie, la chaleur, même le système des entreprises familiales, ça ressemble beaucoup. Et on a aussi des cépages emblématiques des Côtes-du-Rhône françaises, l'Hermitage, donc la Marsanne blanche, la Roussanne et la Syrah. Et je cultive mon vignoble, on cultive notre vignoble depuis maintenant 20 ans en biologique et en biodynamie. Et ça fait 34 ans que je m'occupe de ces vignes, vraiment à mon compte. Et maintenant, j'ai de la chance d'avoir Tristan Lelay qui m'accompagne dans tout ce beau projet qu'on a avec ce beau vignoble, c'est ce terroir particulier. Donc, je vais lui passer la parole comme il est français, qu'il exprime comment il ressent ce Valais, ce paysage. Alors bonjour à tous, Tristan Lelay, donc français et puis breton d'origine. Donc pas de famille dans le vin, mais une passion depuis maintenant pas mal d'années. J'ai fini mes études en Suisse, donc j'avais déjà un pied en Suisse. Et puis le challenge de venir travailler avec Marie-Thérèse Chapa, il s'est fait assez naturellement. Quand on est fan passionné de vinification, travailler avec 25 cuvées, plus de 20 cépages, dans des parcelles aussi belles que ça, on tombe vite amoureux. Donc voilà, je suis là depuis maintenant 4 millésimes. Et puis, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais pour l'instant, tous les voyants sont verts pour continuer l'aventure.
Donc, pour rebondir juste sur la photo qu'il y avait avant, donc là, on est sur la rive droite. Oui, On aperçoit un bout du coteau de Fuy. Donc là, Marie-Thérèse parlait, là, on est sur des sols granitiques de la rive droite du Rhône. Voilà. C'est vrai que ça nous fait penser aussi à ces sols de la aussi vallée du Rhône, côté, voilà, en France aussi, avec ces terroirs granitiques du côté de Sully. Vous avez beaucoup de parcelles similaires finalement, avec ces échalas. Oui, tout à fait. On a aussi la Syrah et l'Ermitage sur Échalas, en taille gobelet, sur Échalas. Donc, les deux communes, Martigny et Fuy, sont des terroirs granitiques. C'est la fin du massif des Aiguilles Rouges de Chamonix. Mais après, tout le reste du Valais, c'est calcaire. Donc, c'est pour ça que je disais on avait une grande diversité. Exactement. Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu justement en transition maintenant du Valais? Comment on pourrait présenter justement ces vins du Valais à des Français qui ne connaîtraient pas? Alors, j'ai déjà parlé c'est vraiment une vallée avec deux côtés, rive gauche, rive droite. C'est vraiment très ensoleillé car on a une topographie raide, pas mal de pentes. Et surtout, c'est très chaud, puis en même temps, on a la neige et les montagnes tout près. Donc, ça fait un paysage quand même différent. On pourrait dire plutôt qu'on est proche de l'arc alpin, de la Savoie et de la vallée d'Ost. Au niveau de ça, ou bien aussi de la Valteline, qui est aussi une vallée. Donc, on a aussi une tradition de vignobles difficiles et alpins depuis longtemps. On a des écrits sur la vigne déjà depuis le XIIe siècle en Valais, avec des cépages. On a de la chance aussi d'avoir des cépages autochtones qu'on trouve nulle part ailleurs, et ce qui fait notre richesse. Et on a un beau patrimoine et on a des terroirs qui sont beaux parce que c'est le contraire de terre à blé. C'était des terrains où les agriculteurs avant, c'était vraiment des paysans vignerons, plutôt paysans avec des cultures maraîchères, arboricoles, le bétail et les vignes, et où ils n'arrivaient pas à cultiver des céréales ou employer les terrains pour le bétail, on mettait des vignes. Et justement, vous avez aussi au sein des parcelles, comme vous le montrez, vous avez beaucoup de biodiversité, beaucoup d'arbustes, etc. Est-ce qu'on peut dire, comment dire, vos parcelles, c'est pas forcément de la monoculture chez vous, la vigne. Comment vous voyez ça? Non, déjà, c'est pas une monoculture parce qu'on a au moins plus de 25 cépages, ou même plus. En Valais, il y a au moins 50 cépages. Et le Valaisan est très curieux. Il aime bien essayer plein de différentes choses. Même qu'il a une petite surface de vigne, il va peut-être mettre 2 cépages sur cette même petite vigne. Et le Valaisan, il a un lien très fort avec son vignoble, car c'était, comment on peut dire, à la différence de beaucoup d'autres endroits, que ce soit en Suisse ou en France, le vignoble était parcellé au nombre d'enfants. C'est-à-dire que comme c'était vraiment une nourriture, une survie, parce que c'était un canton très pauvre au début du siècle, d'avoir un petit bout, c'était vraiment une survie. Donc, s'il y avait 5 enfants, c'était divisé par 5. Donc, presque toutes les familles avaient un lien très fort avec la vigne. Tout le monde avait une vigne, travaillait la vigne, passait ses samedis après-midi à la vigne, pour les jeunes. C'était des fois pas tellement drôle, mais enfin, tout le monde a un lien très fort avec la vigne. Oui. Et d'ailleurs, on le retrouve aujourd'hui, vous dites, tout le monde avait une petite parcelle, donc on plantait beaucoup de pieds hectares aussi. Vous avez une parcelle très particulière qui vous tient à cœur, je crois, c'est le d'Hermitage. Vous avez c'est une grande densité? Oui, on a 16 000 pieds hectares, ouais. Et on peut vraiment pas du tout, on a déjà de la peine à passer entre les cèpes parce que la vigne, elle est bientôt centenaire. Donc, il faut être doux parce qu'on a peu de passage au milieu. Et c'est vrai que je suis très attachée parce qu'on essayait d'occuper le terrain le maximum possible. Et c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Comment c'est de travailler au milieu de ces parcelles là, de centenaires d'Hermitage? Pardon? Je disais commencer, oui, justement, Tristan, commencer de travailler au milieu de ces parcelles centenaires d'Hermitage, justement. Bon, alors, tout ce qui est mécanisation, on peut oublier. Donc, c'est beaucoup de travail à la main, beaucoup de pioches, traitement à l'atomiseur.
Mais c'est ce qui donne la radicalité un petit peu de ce lieu. Donc, donc là, la photo juste avant, c'est la Combe d'Enfer. Donc, on n'est pas si loin, au final, à vol d'oiseau, de cette fameuse parcelle d'Hermitage bientôt centenaire. Mais oui, elle dégage quelque chose, ces vieilles marsanes en taille tire-bouchon. On a une photo qui est derrière moi, que je vais apporter, de cette taille tire-bouchon qui permet en fait de maintenir les cèpes dans un étroit cylindre. Et sans cette taille tire-bouchon qui fait en sorte que les vignes restent comme ça, relativement droites chaque corne. Donc, on est sur une taille gobelet. Où, en fait, c'est un gobelet qui est enroulé sur lui-même, quoi. Exactement. Et à la taille, lorsqu'on suit les plaies de taille, en fait, on vient comme ça. Voilà, on a la photo plus précise. Exactement. Donc voilà, ça c'est une taille aussi qui permet de pouvoir avoir cette densité et puis que les cèpes puissent quand même respirer et puis qui est quand même que les grappes puissent mûrir sereinement. Ok. Et comment vous l'avez pratiqué justement? Comment ça se passe pour réaliser ces gobelets, ces formes? Ça, c'est pour réaliser ces gobelets. Le cépage Marsanne le fait presque naturellement. Par exemple, le pinot noir n'aime pas du tout cette taille, donc il ne faut pas en faire un principe, il ne faut pas avoir une rigidité là-dessus. C'est elle qui fait assez naturellement ce mouvement, si on le suit, voilà. Et donc on a parlé de cette diversité-là, de ces nombreux cépages indigènes, etc. Est-ce qu'on pourrait peut-être les évoquer et vous, que ce soit Tristan ou vous, Marie-Thérèse, que vous nous donniez un petit peu votre sensibilité par cépage ou par assemblage d'ailleurs, hein, parce que voir un petit peu comment vous sentez le sujet. Et après, Justine disait que vous êtes très attaché aussi à la biodiversité et à vraiment prendre soin de l'environnement dans lequel les vignes s'enracinent et vivent. Et quel est votre avis un petit peu sur ce qui se faisait avant avant le phylloxéra dans l'esprit, hein, la complantation, où les cépages étaient plantés en foule? Oui, nous, on avait un système très spécial à Valais pour reconstituer les vignes avant le phylloxéra, c'est qu'on faisait des grandes tranchées et on appelait ça des versanes et on couchait le cep entier puis on faisait ressortir un sarment. Et après, avec le phylloxéra qui arrivait bien plus tard chez nous que chez vous, vers les années 1918, comme ça. Donc, ça a été changé, mais ça a été continué quand même d'être planté avec un maximum de cep. Et ce que je fais différemment par rapport à la tradition qu'on avait avant, c'est que maintenant, on plante plus en terrasse pour avoir une bande, un talus où on ne fauche jamais, où il y a beaucoup d'herbes différentes, des herbes aromatiques, de beaucoup de fleurs différentes. Et comme ça nous permet quand même d'avoir plusieurs cultures. Tandis qu'avant, quand c'était planté très serré et puis très bas, il n'y avait pas beaucoup de place pour les autres plantes, les autres fleurs, les autres diversités. Après, on a des cépages au niveau sensibilité. C'est ça que vous m'aviez posé comme question au niveau sensibilité, puis aussi profil gustatif, hein, comment vous les ressentez après, je vais en présenter deux et Tristan pourra en présenter deux. Moi, je suis très attachée à la Marsanne parce que je trouve que c'est un des blancs qui vieillit très bien chez nous. Mais ce n'est pas un cépage originaire du Valais. Chez nous, les cépages originaires du Valais, c'est bien sûr que c'est la petite Arvine, la Migne, la Rèze, le rouge du pays, qui est le cornalin chez nous, mais le cornalin à la Vallée d'Ost, ça c'est plus compliqué. Et au niveau, je pense, le cépage au niveau plus poétique a quelque chose à plus à donner. Pour le Valais, c'est quand même la petite Arvine. Surtout à Fuy, sur les terroirs granitiques, elle s'exprime, elle a vraiment un grand potentiel et c'est quelque chose qui est vraiment propre au Valais. Alors, elle évolue peut-être un petit peu plus vite que la Marsanne, non? Oui et non, parce qu'on a peut-être pas encore trouvé, parce que j'en ai quand même dégusté plusieurs qui ont vraiment bien tenu. On a dégusté une de 1990, un Magnum, qui était magnifique, et je pense que ça dépend. Je pense qu'on doit encore la chercher. La Marsanne,
comment on pourrait dire ça? La marsanne, c'est plutôt comme, si on voudrait dire, comme une corde d'1 mètre, où c'est plus stable. Et l'arvine, c'est plus comme un petit fil de 50 centimètres. Et on risque plus de basculer vite vers une oxydation ou vite de l'autre côté. C'est plus fragile, voilà. Je dirais que c'est quelqu'un qu'on doit plus protéger, plus soigner. Elle est moins solide que la marsanne, voilà. Je la verrais comme ça. C'est vrai qu'en plus, en étant un cépage aromatique, sans être exubérant, on va dire l'oxydation de ces arômes fait qu'on évolue peut-être plus rapidement que l'Hermitage, mais on peut avoir, comme disait Marie-Thérèse, des très bonnes surprises sur des vieilles petites arvines. Vraiment. Et il y avait une question de Christian. Quel est le profil finalement à la fois gustatif et aromatique de la petite arvine? Alors, on est quand même sur des notes qu'on pourrait apparenter à des tilleuls, donc on est sur des notes d'agrumes. Le toucher en bouche, on a quand même c'est un cépage qui est assez ample, assez même alcooleux sur les années chaudes, avec une finale qui est comme ça saline, qui fait qu'on a vraiment cet équilibre particulier. À l'aveugle, je ne dis pas qu'on la retrouve systématiquement, mais elle a quand même des indicateurs qui font vraiment des caractéristiques très particulières. Puis voilà, j'ai évoqué les agrumes, mais on peut retrouver aussi la rhubarbe. Alors après, tout dépend comment on la vinifie. La plupart des vignerons bloquent la fermentation malolactique. Nous, on l'a fait. Donc, on a aussi un autre type de petite arvine que certains confrères. Mais voilà, les agrumes, la rhubarbe, et puis cette caractéristique de finale légèrement saline, ça donne un cépage vraiment atypique, on va dire. Rhubarbe tiède et aussi un peu de glycine. Et son côté salin, comme l'a dit Tristan, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment son visage aussi. Et même avec même si vous faites la malolactique, ça permet vraiment d'avoir ce vin fini et nourrissant. Vous avez quand même ces fraîcheurs qui restent là et cette acidité qui… On a peut-être un petit peu moins sur la jeunesse, mais par contre, on gagne sur le vieillissement, un bel épanouissement et le vin est plus complet. Et aussi, si on ne fait pas la malolactique, ça nous fait une vinification un peu différente quand même. On doit être plus vigilant pour pas qu'elle s'enclenche, puisque c'est un phénomène naturel, la malolactique, elle s'enclenche aussi naturellement si on met un peu moins de soufre, etc. Entendu. Et en parlant des cépages, là, il y a une question de Clément qui dit, voilà, en parlant de cépages, il dit « Beaucoup pensent qu'il y a trop de cépages dans l'AOC Valais. » Voilà. Et que ça peut perdre le client final pour les identifier. Comment on fait et quelle est votre position là-dessus sur la diversité des cépages dans les AOC? Oui, nous, déjà, au départ, on n'avait pas d'AOC. Déjà, on n'a pas d'AOP, on a encore l'AOC. On n'avait pas d'AOC et comme je vous disais, on n'était pas des professionnels du vin. C'était plutôt considéré comme faire son vin pour la maison. Il y avait quand même certains vignerons artisans, il y avait une coopérative, mais c'était vraiment laissé au libre choix. Comme j'ai dit, le valaisan est curieux, il aime bien essayer d'autres cépages, etc. Et on avait déjà beaucoup de cépages, comment on pourrait dire ça, autochtones, déjà une grande diversité de cépages autochtones. Vous voyez, on avait déjà ça au départ. On avait déjà plusieurs, surtout dans les blancs. Donc, moi, je ne trouve pas ça choquant. On a une AOC qui est peut-être moins dure et stricte que, comment on peut dire, que dans certaines régions chez vous. Mais je ne pense pas que ça fait perdre le client. Ça fait perdre, c'est plus difficile de faire une notion de terroir avec les différents cépages. Vous voyez, c'est ça qui pose un problème. Si vous avez qu'un pinot noir comme en Bourgogne, vous pouvez plus mettre en valeur les climats. Tandis que moi, sur mon terroir des Clèves, qui est unique, granitique, enfin unique, dans le sens que c'est un terroir particulier avec une grande force, on a déjà une dizaine de cépages dessus. Donc, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un blanc un petit peu influencé par Jean-Michel Deiss, d'essayer avec
ces mêmes cépages, de vendanger le même jour, de faire un seul vin, vinification ensemble, qui s'appelle Grain 5, et qui vient vraiment du même coteau que vous avez vu, le coteau raide de cette paroi, et ce qui nous permet d'essayer de faire sortir le terroir plutôt que les cépages. Et Le comment Valais, il a quand même… Pardon? vous l'avez fait quand, cette première cuvée? Maintenant, ça fait déjà plus de 10-12 ans, oui. Oui. Mais au départ, j'étais mal partie parce que je l'ai assemblé à la fin, donc ce n'était pas du tout la bonne logique. Et quand j'ai rencontré Jean-Michel Deiss, c'est lui qui m'a donné aussi cette impulsion pour créer ça. Alors, ce n'est pas complètement dans la même ville, mais c'est le même sol, le même coteau, le même ensoleillement. Et je trouve ça, c'est assez fantastique de faire comme ça. En Valais, on essaye de faire plutôt, en tout cas, le consommateur valaisan ou suisse, il est plutôt axé cépage. Et ça, c'est peut-être dommage. Et cette diversité des cépages, c'est un frein à faire vraiment un vin de terroir. Voilà. Et Justement, donc, non, vas-y, Justine, vas-y. je disais, en goûtant Grain d'Or, justement, il fait partie, comme il est sur la zone de Clèves, justement, c'est vraiment des terroirs granitiques, hein, on est d'accord, Oui, ouais. Et on exactement. ressent vraiment, nous qui pratiquons, on pratique dans l'école la dégustation géosensorielle, je trouve qu'il représente vraiment le lieu de nos codes. Enfin, je sais pas, Franck, comment tu le sens sur la salivation, mais c'est très salivant. Ça fait vraiment saliver, vraiment sur sous la langue. C'est nos critères, justement, c'est ce qu'on retrouve souvent sur des sols plutôt cristallins comme ça, issus du granit. Donc, ça marque vraiment, en tout cas, on sent le lieu dans ces vins. Mais là, c'est Hermitage 100% hein, sur celui-ci. Oui, exactement. Alors, comme on pourrait dire, si on reprend la phrase à Jean-Michel, c'est un instrument pour une mélodie et le Grain 5, c'est 5 instruments pour la même mélodie parce que c'est le même terroir. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Juste pour rebondir à l'Hermitage sur Granit et puis ce 2007, j'ai pu déguster aussi il y a 1 an maintenant avec Michele. C'est quand même un cépage qui est très riche. On a vite fait de tomber dans le pâteau, dans le lourd, et le fait de l'avoir sur ces sols cristallins très pauvres, on en sort une certaine verticalité. Et je reviens sur cette notion salivante qui est aussi due à ces amers en fin de bouche et qui fait que finalement on est sur quelque chose de très frais, malgré qu'on ait un potentiel alcoolique qui est souvent très élevé. Et puis qui est plus forcément parmi ces blancs à la mode qui peuvent être un petit peu squelettiques et triqués comme ça, comme on retrouve. Là, on est un petit peu à l'opposé de ces vins-là. On retrouve ce côté un peu baroque que je trouve très sympa aussi. Oui, puis il y a des beaux amers qui compensent un peu d'acidité. Sur le final, ça s'étire sur les amers, c'est très beau, effectivement. C'est une amertume qui est extrêmement rafraîchissante. Et je me souviens, c'est une bouteille qu'on avait beaucoup de vin ce soir-là, donc on l'avait coraviné. Voilà. Et c'est marrant, au début, le vin avait vraiment besoin beaucoup d'air. Il était replié sur lui-même, il avait une petite sévérité. Et voilà, après 15-20 minutes dans le verre, il a quand même. Mais il causait pas beaucoup, comme on dit, hein, au départ. Oui. C'est ce qui fait son charme, je trouve. C'est des vins on a des vins qui ont besoin d'air, de s'ouvrir. Il y avait une question sur, peut-être on continuera après, peut-être un peu sur les autres variétés de raisins autochtones. Il y avait une question sur la densité. J'en demandais comment on arrive à des densités de 15 000 pieds sur des terrasses aussi pentues. Oui, mais on dirait que c'est pentu, mais grâce au mur, c'est pas si pentu. Les anciens, ils ont fait des choses fantastiques. Parce que si c'était vraiment pentu, par exemple, où je fais les terrasses, je tombe vite à 7-8 000 pieds hectares. Maintenant, avec mon nouveau système, je tombe à 8 000 pieds hectares avec les terrasses. Mais là, la vigne, elle est plantée face à la pente et la pente, elle n'est pas si raide parce qu'il y a beaucoup de murs et c'est justement le travail des anciens qui était extraordinaire parce que de faire ces murs fait que la table, c'est une table et une table, elle n'est pas très raide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on les appelle des tablards. C'est comme des tables avec un mur. Et ces terrasses ont l'air raides comme ça parce que la paroi est raide, mais la vigne, parcelle par parcelle, n'est pas très raide.
Dans les années 90, en 97, vous avez commencé à vous intéresser, enfin, en tout cas, vous avez rencontré la biodynamie. Vaste sujet. Oui. Qu'est-ce qui vous a convaincu à l'époque? Comment c'est… Écoutez, quand j'ai visité ce domaine de Chapoutier aux Côtes-du-Rhône françaises, vraiment, ça m'a vraiment parlé. Je veux dire, ça a eu une résonance vraiment forte en moi-même. Comme j'explique un petit peu toujours, c'est comme si tout d'un coup, j'étais dans une petite vue, un petit décor, et tout d'un coup, j'ouvre une fenêtre sur une dimension fantastique. Et ça m'a donné… et puis le côté aussi spirituel, poétique, ça m'a plu. Vraiment, ça a eu une résonance en moi, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on était plusieurs vignerons et j'ai décidé de le faire sans connaître plus. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Comme quand vous savez que vous avez trouvé, vous rencontrez quelque chose et vous savez que c'est la bonne personne. Que c'est la bonne personne, voilà. Comme Tristan, comme maître de chef. Vous êtes rencontrés? Oui. Donc, c'est vraiment, comme on peut dire, un coup de foudre. Un coup de foudre, mais un coup de foudre profond, c'est-à-dire vraiment qui parle à mon âme. Si c'est un coup de foudre de 30 hectos, ça peut faire mal. Hein. Pardon? Si c'est un coup de foudre de 30 hectolitres, ça fait mal. Hein. Ah oui, c'est gros, les gros. Oui, ça c'est vrai. Un coup de foudre? Ah oui. Oui. En plus, oh là là. C'est génial. J'ai dû un petit moment pour que ça me fasse tilt. Il est très fort, Franck, parce qu'on n'a qu'un seul foudre et comme par hasard, il fait 30 hectos. Oui. J'avais pas préparé mon truc, c'est un coup de peau. Hein. C'est… Vous avez dû répéter pour que ça me rentre. Hein. Ouais. 30 hectos d'un coup, ça fait beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Ça rentre pas d'un premier coup directement comme ça. Après, j'ai toujours eu un grand regret dans ma vie. J'ai voulu être humoriste, mais ma carrière s'est très vite arrêtée. Donc, je suis reparti dans le vin. On est content que vous soyez dans le vin. Ouais. Ça me va bien aussi. Hein, Au vu de la qualité des blagues, c'est pas plus mal. Super. Bon. Alors, ensuite… Et ensuite, alors une fois la biodynamie, le coup de foudre arrivé, et quelles ont été les retombées? Comment vous l'avez mis en place au domaine et quel a été l'avant-après, en tout cas concrètement? Est-ce que vous avez… Bon, c'était quand même très difficile, la transition, puis au niveau pratique, comment le faire, c'était… au début, j'étais complètement perdue. En plus, c'est quand même très… très complexe et tout, j'étais vraiment perdue. Puis petit à petit, il y en a d'autres qui ont commencé, on s'est mis ensemble, dans la biodynamie, c'est beaucoup le partage. Il ne faut pas être tout seul dans son coin. C'est vraiment, ça nous donne de l'enthousiasme, la relation, les partages avec les autres vignerons. J'ai visité beaucoup de domaines, j'ai eu des bons conseillers pour la biodynamie. C'est vraiment, c'est tout un apprentissage et puis maintenant, en tout cas, c'est quelque chose que je regrette pas. J'aurais jamais, même si c'était difficile au début, jamais j'ai pensé « Ah non, je vais arrêter ». D'ailleurs, avec quel autre vigneron de domaine vous avez échangé à l'époque qui ont été d'une bonne entraide? J'ai eu la chance, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Je croyais qu'il était en bio. C'est mes voisins, le domaine de Bedon, Marion et Jackie Grange. Oui, ça c'est vigne dans la encore plus difficile que les miennes. D'ailleurs, on était les deux au départ, on était trois au départ aussi. Enfin, Marion, elle a commencé bien plus vite que moi. On était trois aussi, le domaine Cornelius, qui avait commencé en même temps que moi. Qu'on est les vignes les plus difficiles, dans les vignes les plus difficiles du Valais, et c'est là qu'on fait de la biodynamie. Et puis aussi le domaine Cruchon, le domaine Paco, Canton de Vaud, puis beaucoup de domaines aussi en Alsace. En Alsace, ils étaient très avancés aussi pour la biodynamie. En Bourgogne, j'avais aussi M. Pierre Masson qui nous a fait faire des groupes d'études, qui nous a fait visiter, la famille Guillemot. Non, c'était très riche. Puis il y a beaucoup de partage et puis ouais, ça nous motive. Ça nous donne de la force, voilà. On a besoin quand même du courage pour faire tout ça. C'est vrai, il faut… vigneron, c'est quand même être courageux et enthousiasme. Ouais, il faut croire à ce qu'on fait parce que c'est pas tous les jours simple. Ouais. Et si
Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Si on poursuit un petit peu notre tour des cépages, vous pouvez nous dire peut-être un petit mot sur l'Humagne, sur le cornalin. Oui. Alors, j'ai un Humagne pur aussi du même coteau, des clèves sur granitique, qui s'appelle Grain Sauvage parce que les vignes sont où il y a la plus grande biodiversité en insectes, en fleurs. C'est à côté des petites steppes, des bosquets. C'est une toute petite cuvée puisque je fais 200 magnum qui s'appelle Grain Sauvage. Et l'Humagne rouge, pour expliquer, c'est l'enfant de l'Humagne rouge de la vallée. Non, attendez. C'est l'enfant de l'Humagne rouge. Il faut que je me reprenne depuis le début. Alors, le petit rouge et le maillolet, c'est les grands-parents. Oui. Après, ça a donné notre cornalin, qui est le nôtre rouge du pays, qui n'existe plus en Vallée d'Os, et lui a donné l'Humagne rouge, qu'on appelle cornalin dans la Vallée d'Os. Voilà, c'est plus facile de partir depuis en haut. Le petit rouge, c'est aussi le Vienne de Nus, c'est le même. Je ne sais pas si c'est le même. Ah oui, d'accord. Peut-être, hein. Dans la Vallée d'Os, ils ont tellement de cépages, encore plus compliqués que nous. Donc, toi, tu sais peut-être, Tristan? Non, et c'est la première fois que j'entends ce cépage-là. Le Vienne de Nus ou petit rouge, c'est un synonyme local. Petit rouge, oui. Vienne de Nus, quand tu descends un petit peu plus au sud dans la vallée d'Aoste, c'est un autre surnom. D'accord, ok. Oui, parce que oui, j'ai été dans ce village de Nus, oui, tout à fait. Alors, ce cépage, il est très spécial. Après, je passerai parce que Tristan, je crois qu'il aime beaucoup aussi. Il est doux et sauvage en même temps. Il a peu d'acidité, mais il a un côté sauvage, un peu la racine de gentiane avec des petites fleurs de violette. Et il n'a pas énormément de couleurs. Il n'a pas énormément de tanin. C'est difficile de faire trop d'extraction sur ce vin, mais il a, je ne sais pas, c'est un vin d'émotion. Il a quelque chose qui nous parle. Alors, il y a ceux qui aiment beaucoup et ceux qui n'aiment pas du tout. Ce n'est pas un cépage qui laisse indifférent. Mais c'est un cépage tu es d'accord, Tristan, qu'on ne pourrait pas trouver une correspondance à part, bien sûr, le cornalin de la Vallée d'Os, puisque c'est le même cépage. Voilà. C'est vrai que quand je pense à un cépage, on va dire, de l'arc alpin, c'est un peu dans son équilibre. Il pourrait être égérie comme ça des vins alpins. Alors à vinifier, il est super. Certes, il est très réducteur, d'où voilà, le côté grain sauvage. Il y a cette vigne qui est sauvage. C'est un côté, pour en avoir goûté, souvent, tu as souvent des nez un peu animal au départ, un peu rustique, mais c'est vrai que c'est joli. On peut partir sur ces notes cuir, comme ça, feuille à tabac. Et puis, comme disait Marie-Thérèse, au niveau de l'extraction, c'est un cépage qui a des tanins très doux. Et on le repère comme ça souvent par cette douceur. C'est jamais comme le cornalin. Le cornalin, il est plus anguleux. L'Humagne rouge, vous avez quelque chose de naturellement patiné comme ça. Puis le fait qu'il soit réducteur, qui demande éventuellement un transvasage, un soutirage de soutirage pendant l'élevage, sa vinification rentre un peu comme ça dans un challenge qui fait qu'à la fin, on l'aime et puis on est content de le mettre en bouteille abouti. Et puis l'autre cépage, donc celui qu'on appelle cornalin, qu'on n'aurait pas le droit, qu'on a piqué le nom à la Vallée d'Ost, hein. On devrait l'appeler rouge du pays parce que dans les écrits du XIIe siècle, c'était marqué Nero, c'était le rouge. Et nous, on l'a appelé, on trouvait beau ce nom. Je ne sais pas depuis quand il est en Valais, mais on l'a appelé cornalin. C'est un cépage qui a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de densité. C'est très cerise, aussi beaucoup de fleurs. On peut faire un vin très puissant. Aussi, qui peut être rustique, qui peut être aussi beaucoup tendance vers la réduction. Mais c'est un cépage qui a... Oui, il y a aussi... Il y a plus d'acidité que dans l'Humagne rouge. Et c'est un cépage qui a... Je pense qu'il peut être très, très beau, mais il faut des vignes qui sont chaudes. Hein. On voit cette année que c'était une année chaude et sèche. Le cornalin, il se royaume, mais pour lui, c'est son idéal. Mais il est sensible au coup de soleil. Pour le protéger. Et quelque chose sur le cornalin. Et justement, j'avais des photos, là, justement, c'est quel cépage que vous travaillez, là? Là, à vue d'œil, comme ça doit être du pinot. Sur le fameux Aigrappa,
Vous faites ça sur une partie des raisins rouges, donc sur tous les cépages, ou c'est une partie? Non, alors, ça dépend des années. Les années où on n'a pas trop pressé par la vendange, qu'il faut vite ramasser ou qu'il pleut, comme ça, j'ai toujours une équipe où j'ai toute l'équipe qu'il faut. En principe, on égrappe tout à la main. Et j'ai la chance, comme ça on équilibre, j'ai la chance d'avoir ces 2 en osier et 2 en bois. Et ça nous permet de jongler. Si on a trop d'avance à la vigne, ben, je les fais grapper à la main. Comme ça, le lendemain, j'ai toute l'équipe quand même disponible. Puis les années où on doit vraiment… Allô? Ouais. On a perdu Marie-Thérèse, non? Oui, mais oui. Plus Sinon, sombre. ils sont perdus. Bon, ça donne envie d'aller dans le Valais, en tout cas. Et puis, il y a tellement de choses extraordinaires dans le Valais. Oh, Christian, on n'est pas obligé de critiquer la connexion Internet du Valais. Enfin. Quand tu goûtes les vins de Visperterminen, qui fait quand même dans la partie haute du Valais, sur les vins qui sont quasiment les plus hauts d'Europe. Après, moi, j'adore aussi les grands liquoreux de la mine de Vétro. Là, il y a des choses qui sont assez extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez aussi l'occasion d'aller dans le Valais, ou d'observer ces deux très belles villes que sont Sion et Sierre, avec un patrimoine viticole assez. Oula. Qu'est-ce que tu nous fais, Justine? Pas moi. Pardon? Attendez. Continuez. Voulez-vous continuer? Continuez. Oui. Non. Annuler. Tu as récupéré Marie-Thérèse ou pas, non? Attendez une seconde. Je pense qu'il y a un partage d'écran là. Voilà. Tu peux peut-être mettre la petite photo tu sais, du treuil, là. Marie-Thérèse. Alors, attendez, elle ne revient pas. D'ailleurs, on monte jusqu'à quelle altitude? Il me semble que ces vignes, c'est jusqu'à… Enfin, Fully, c'est… T'es pas sur le bon, hein. Non, mais en fait, c'est un monsieur qui partage. Ah mince, ouais. Je ne sais pas ce qui se passe. Fully, on est à 600, 700. Et les vignes les plus hautes du Valais vont être voilà, jusqu'à 1300, 1400 à Visperterminen. Voilà. Alors, les photos, exactement. Tu as récupéré Marie-Thérèse ou pas, non? Non. Attendez une seconde. Je vais… Et puis, on n'a pas parlé de ce très beau cépage suisse aussi, qui est le fendant, hein, qui n'est autre que le chasselas suisse, le chasselas français, pardon, hein, qui va s'appeler le Dorin dans le canton de Vaud et le fendant dans le Valais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de très très belles choses dans ce cépage-là. C'est un cépage qui est un peu qu'on a souvent critiqué un peu pour sa neutralité, mais dans les grands crus, par exemple comme le Dézélé, le Calamin, ou même dans le Valais, dans le canton de Vaud, même dans le canton de Genève ou Neuchâtel, je trouve que le chasselas, c'est un cépage qui est très discret et qui est, c'est vrai que quand on quitte un peu la puissance de ces cépages aromatiques chargés de thiol, etc., c'est un cépage qui donne beaucoup d'expression au terroir et qui permet vraiment de nuancer, comme on peut le retrouver sur le Riesling en Alsace, sur le Grüner Veltliner en Autriche. C'est un cépage, moi, je trouve, qui donne énormément de profondeur, énormément de nuances au terroir. Et c'est vrai que c'est assez génial. Alors, Jean-David, qu'est-ce que tu nous demandes? Si on veut découvrir l'univers des vins de Marie-Thérèse, quelle cuvée moi, je trouve que le fendant est une très très belle entrée très 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 belle entrée en matière, puisque c'est finalement, enfin moi j'aime bien dire que quand on va chez un vigneron,
Moi, j'aime bien goûter la première cuvée, la plus simple, automatiquement, puisqu'il y a une véritable implication. Et souvent, souvent les vignerons, quand ils sont des terroirs qui privilégient, eh ben, ils vont souvent mettre beaucoup d'attention aussi sur leur grand vin. Et je trouve que souvent, de goûter le premier vin ou la première cuvée, pour moi, ça a toujours beaucoup de sens. La première cuvée, c'est, moi, en général, quand je vais sur un salon, je dois acheter des vins, etc., je goûte souvent la première cuvée, un vin au milieu, puis si ça résonne et si je trouve qu'il y a de la lumière dans les vins, ben, automatiquement, je vais poursuivre et je vais aller un petit peu plus loin dans la dégustation et descendre les autres cuvées. Mais moi, j'aime bien pratiquer comme ça. Et après, juste puisqu'on est dans les vins, dans les vins valaisans, moi, il y a un cépage que je trouve vraiment hyper intéressant qui s'appelle la Rèze. Donc la Rèze, on l'utilise beaucoup dans le Valais pour faire ce qu'on appelle le vin de glacier. Donc c'est des vins qui sont dans la tradition de la barrique perpétuelle. Donc c'est un petit peu des vins d'assemblage un peu en mode Solera, hein, et qui sont vieillis avec voilà sous des glaciers. On les retrouve entre autres dans la vallée d'Anniviers. Et c'est vrai que je trouve que ça aussi sont des vins qui ont une très très belle capacité de garde et une grande puissance. Et dans les vins de Marie-Thérèse, moi j'aime beaucoup les chasselas. Et souvent, très intéressant aussi, c'est de goûter des assemblages. Alors, elle nous a pas parlé, on n'a pas parlé de tous ces cépages, mais bien sûr, elle travaille également le sylvaner. Donc, le sylvaner qui prend, parce que bon, Marie-Thérèse a été un petit peu rapide là-dessus, mais dans le Valais, il faut savoir qu'on a une climatologie qui est quand même très, très chaude. Donc, on est souvent très solaire et très riche. Et il y a même quelquefois, je ne suis pas forcément partisan de ça. Et si Marie-Thérèse revient, elle pourra nous dire que très franchement, elle est tout à fait d'accord sur le fait de ne pas avoir recours à l'irrigation. Mais souvent, voilà, donc il fait tellement chaud et c'est tellement riche que c'est important de ne pas irriguer ses vignes. Et ensuite, dans les cépages, donc on a parlé bien sûr de la Marsanne et de la Roussanne et de la petite Arvine. Et après, il y a des cépages un petit peu plus récents. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y en a un qui s'appelle le Gamaret. En Suisse, il y a une école d'œnologie, un institut de recherche qui s'appelle l'Institut de Changin, qui n'est pas très très loin de Genève, au nord de Genève, où ils ont développé beaucoup de croisements puisque il y avait beaucoup de maladies au niveau de la vigne en Suisse fut un temps. Et donc, ils ont développé, entre autres, par exemple, le Gamaret, hein, qui est le Gamaret ou le Guéra noir. Donc, le Gamaret, c'est un croisement de Gamay et de Rachensteiner. Rachensteiner, c'est un cépage blanc d'origine autrichienne. Et voilà, c'est intéressant. Elle a aussi développé dans son encépagement, en cépage accessoire, un cépage qui s'appelle la Galota. La Galota, c'est un croisement de Gamay et d'Ancellota. L'Ancellota, c'est un cépage rouge qu'on trouve dans la partie nord de l'Italie. Et c'est assez incroyable dans les vins de Marie-Thérèse, c'est justement d'arriver à trouver une unité. Donc, comme elle disait, sur Fully, on a toute cette partie granitique qui va, même sur des cépages, parce que finalement, la petite Arvine et l'Hermitage, et dans une certaine mesure le fendant, va souvent développer des structures assez rondes, assez puissantes. Et souvent, à part si on remonte, dès qu'on remonte un petit peu vers Chamoson ou vers les autres terroirs, on va se retrouver vers des terroirs qui sont un petit peu plus calcaires. Et donc là, on va avoir le pinot noir et le gamay et tous ces autres cépages rouges qui vont donner beaucoup d'équilibre et beaucoup de finesse dans les vins. Alors, Maëva, qu'est-ce que tu nous fais un petit commentaire? La Rèze, je suis d'accord, excellent avec un vieux gruyère. Alors, on parle bien sûr du gruyère suisse. Hein, et je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance d'aller à Gruyère, hein, c'est une très belle ville, et de goûter la fameuse double crème de Gruyère. Donc, voilà, si vous avez du cholestérol, il faut éviter.
mais c'est, entre autres, à part de ça, extrêmement savoureux. Voilà, donc le Johannisberg, qui s'appelle Sylvaner, oui, alors ça, la cuvée sous l'escalier du domaine du Mont d'Or, ça c'est vrai que c'est assez succulent. Maëva, tu nous disais, voilà, je suis d'origine française du Rhône septentrional, installé en Valais depuis 8 ans et amoureux du terroir viticole valaisan, je te comprends, à tel point que j'ai créé mon activité dans le no-tourisme afin de promouvoir cette belle région viticole des vins valaisans. Voilà. Tu n'hésites pas, Maëva, à mettre ton site internet dans le chat, hein, s'il y a des amis qui basculent là-bas, ce sera un plaisir de vous accueillir. Alors, je ne sais pas, je vais demander à Justine de savoir si C'est bon, Marie-Thérèse et Tanguy Tristan, pardon, sont de retour. D'accord. Merci Grégory. Hop là. Super, voilà. J'espère que c'est pas trop. Bon, je suis quand même moins intéressante que Marie-Thérèse, mais j'essaierai de. Il t'en reste encore un peu des concours, tu te souviens de 2-3 trucs? Oui, hein, même si je pars. On vieillit, mais quand même. Hein. Les capacités de vieillissement des vins de Marie-Thérèse, bon, ben ça, on va. Écoute, on est en train de boire un 2007, là. Ça tient bien dans le temps. Hein. Ah ben maintenant, on entend. Voilà. C'est bon, vous nous entendez? Oui, Marie-Thérèse, super. Ouais. Voilà, désolé, pourtant on n'a rien touché. C'est les frontières. Ouais, c'est parce que en fait, je pense qu'il y a des vignerons français qui ont coupé la ligne parce que ils ont peur comme les vins valaisans sont tellement bons, ils ont peur que les vins français ne boivent plus que des vins du Valais. Et, il y a eu des pirates sur la ligne, c'est pour ça. Ben, oh, vous ne croyez pas quand je faisais les vendanges, quand j'avais 22 ans à Bordeaux, ils me disaient, mais il y a de la vigne là-bas en Suisse, il n'y a pas que des chalets ou... Bon, j'ai continué les cépages, mais peut-être que je te laisse reprendre la main, Justine. Oui, et donc on était en train de parler avec Marie-Thérèse, voilà, la partie plutôt vous au quotidien, comment vous vivez. Enfin, peut-être que Tristan, vous avez envie d'en parler, de l'approche, comment c'est en fait de vivre, de travailler, d'évoluer, d'œuvrer au sein du domaine Chapa. Avec Voilà, toutes ces amis, comment on pourrait décrire l'atmosphère qui s'y trouve? Parce que quand on a la chance de goûter les vins, on a l'impression d'un peu de rentrer dans le monde, voilà, Chapa. Mais comment c'est vraiment sur place? Voilà, comment c'est de travailler et d'évoluer au sein de la biodynamie justement et des parcelles? Alors, vaste question. Alors, déjà, le Valais, c'est quand même une région qui est assez particulière comme ça. C'est assez enclavé, c'est assez rustique. Venant de la Pointe Finistère, je viens d'un coin assez rustique aussi. Bon, c'est maritime, donc ça n'a pas grand-chose à voir par rapport à ça. Mais ici, c'est rustique. Il y a du vent également. Les hivers sont froids. Donc voilà, je retrouve quelque part un petit quelque chose de la Pointe Finistère dans ce côté rustique. Le fait de travailler avec Marie-Thérèse et au sein d'un domaine aussi connu en biodynamie, c'est génial dans la mesure où on croise énormément de gens intéressés et intéressants. La dimension humaine, elle est quand même super importante. C'est beaucoup de gens très intéressés et très intéressants qui veulent venir se faire une expérience. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Donc, on en voit passer, on partage, on échange beaucoup. Donc, dans ce sens-là, c'est assez fabuleux. Et après, pour parler plus de mon métier, donc dans la confection l'élaboration des vins, j'ai dit en introduction, mais ces 20 cépages, ça peut être aussi une force. Parce que mine de rien, on n'a jamais de mauvaises années. Il y a toujours des cépages qui vont bien sortir, même les années extrêmes. Donc là, on sort de 2 millésimes extrêmes, on ne va pas se le cacher. Donc voilà, on ne sera jamais déçu d'un millésime. On aura toujours nos cuvées qui vont bien s'en sortir sur ces millésimes-là. Donc voilà, j'essaie de répondre un peu d'un côté technique, un côté humain, un côté géographique. Mais voilà, c'est un tout en fait. Et puis, J'avais cru comprendre que sur le côté humain, Marie-Thérèse aimait beaucoup recevoir les stagiaires qui venaient du monde entier, beaucoup de jeunes femmes aussi qui viennent voilà, faire du vin et vous mettez bien ça en avant. Donc, comme une grande famille en tout cas. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir sur place.
Ouais, bon, on mange ensemble que pendant les 2 mois de vendange. Les vendanges, les moments Enfin, des 2 mois, les vendanges. 2 mois, ouais. Le reste de l'année, C'est plus calme. on peut pique-niquer des fois ensemble, mais c'est vraiment les 2 mois forts, c'est vraiment la famille, c'est 2 mois de vendange. Chez nous, ça dure quasiment 2 mois, oui. Et donc, justement, je voulais partager avec, bah voilà, tout le monde ici une photo aussi alors je vais la montrer, voilà, de vous en vinif. Comment vous voyez les vinifications au domaine? Comment ça se passe alors? Ben, les vinifications au domaine, ben, c'est beaucoup sur la durée, parce qu'on a les premiers cépages, les pinots, et puis les derniers, les cornalins, les humaines rouges. Et entre deux, ça peut être 1 mois et demi, sans parler des grains nobles. Donc, il faut être sur la durée, il faut être du monde. On a plein de cuves différentes. Donc, on doit… Ouais, il faut… Je crois que c'est ça. Hein. C'est la durée, rester concentré, prévoir rien d'autre. Vraiment, c'est 2 mois précieux où on ne s'occupe que des vins. Et voilà. Ça a l'air très doux, en tout cas, la façon dont vous travaillez. Ouais, parce que j'ai moins de force qu'avant. Très doux, moi je dirais quand même, après le coup de foudre, c'est le coup de bâton. Hein. Oui. T'as rien pigé, Franck. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, j'ai rien pigé. Oui. Et donc, en termes de vinification, comment vous voyez les choses? Ça dure. Donc, c'est le temps pour vous qui est quelque chose de précieux sur les vinifs. Vous laissez le temps de faire infuser. Oui, puis qu'est-ce qu'on essaye de faire avec Tristan, c'est respecter le terroir, respecter le lieu, respecter le millésime. On essaye d'être à l'écoute du millésime, ce qui se passe, de ne pas avoir des méthodes toutes prêtes qu'on applique. On essaye ah ben tiens, cette année, on voit qu'on ne peut pas tellement faire comme ça. C'est beaucoup de réflexion et de discussion et de sensibilité. Puis il y a tellement de cuves, faut être vigilant, ouais. Je pense que c'est la concentration. Et puis c'est un moment très intense. Moi, je le vois comme je sais pas, c'est très excitant comme ambiance. Oui, il y a beaucoup de stress, mais en même temps, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de joie. On est fatigué aussi, mais à la fin des vendanges, on a comme un manque. C'est vrai, on a un coup de déprime après les vendanges. Enfin, moi, en tout cas, j'avertis tous ceux qui travaillent chez moi, je dis, tu verras, après, tu vas sentir vraiment une baisse, et puis, mais non. C'est comme le baby blues. Ben, un peu, oui. Mais c'est vrai, hein, Tristan, Oui, exactement. Un coup de… Le vendange blues, oui. Il y a l'adrénaline aussi de ces moments-là. Oui, c'est ça, hein. C'est passionnant. C'est un aboutissement, on a quand même, on a travaillé fort de la taille jusque-là, et puis on a envie de faire au mieux. Alors, pour terminer, oui? Non, il y avait une question sur les grains nobles, c'est tout ce que tu voulais dire, vas-y. Bah oui, alors avant de terminer, justement, on pouvait parler aussi alors il y a 2 questions. Il y a une question sur les grains nobles, si on pouvait parler un peu du botrytis, des vendanges, voilà, des raisins plus confits. Et puis aussi, on terminera sur la partie quels sont les enjeux aujourd'hui, les problématiques que vous rencontrez et comment pallier à ça. Tristan aussi, qui est la nouvelle génération, comment vous voyez ça ensemble? D'accord. Pour parler des grains nobles, justement, là, on peut déjà dire qu'il y a un enjeu climatique. C'est plus difficile qu'il y a 20 ans de faire des grains nobles. Vraiment, on a des problèmes qu'on ne rencontrait pas avant, des problèmes que je ne m'explique pas non plus. Donc, les grains nobles, c'est des vins que je me suis fait connaître avec ces grains nobles. Je peux dire que c'est où c'est le plus marqué le millésime. Vous voyez, puis c'est le contraire. Par exemple, un millésime faible dans les rouges, ça peut être un millésime grandiose dans les liquoreux. C'est pas du tout c'est pas la même famille. C'est une famille à part. Et on vendange des fois, même j'ai vendangé au mois de février. Comme j'ai eu vendangé dans la dernière semaine d'octobre déjà des liquoreux qui étaient déjà à 2000 de densité. Non, pas 2000.
1200. 1200. 1200, pardon. Non, 2000. Voilà. On est en Oxley, mais… Oui. J'ai essayé de vous leur parler à la française, puis je me suis embrouillée. Je voulais dire 200 Oxley, mais c'est 1200 Oxley. Ah. Ouais. Voilà. Donc, je fais plusieurs Grenoble avec la petite Arvine, avec la Marsanne, puis on fait aussi un grain par grain, qu'on ramasse que les graines comme en Hongrie, comme dans le Tokay, que les graines avec le botrytis, comme des myrtilles, comme des framboises. Et l'Arvine s'y prête bien parce qu'elle reste entière. C'est vraiment… Ah, mais j'aurais pu vous envoyer une photo, c'est magnifique. Ça, c'est des Vous toutes pouvez nous petites… envoyer des bouteilles aussi, hein, ça ne me dérange pas. On aime bien les Oui, mais c'est bête qu'on ne soit pas ensemble parce que je pourrais ouvrir une bouteille. Ah. Alors là, des fois, j'en fais 54 litres, on en fait 100… Voilà, mis en bouteille aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Ouais. 130 bouteilles. 130 de 37,5. Hein. On va venir bientôt. Alors. Et alors, comment anticiper ces soucis lorsqu'il y a un peu de réchauffement climatique, etc. Comment vous travaillez à la vigne maintenant pour ces problèmes? En tout cas, de toute façon, des problèmes à chaque génération, il y en a. Au début du siècle, ils ont eu le phylloxéra, de l'autre siècle. Hein. Nous, on a le Suzuki, on a le réchauffement climatique, on aura le manque d'eau. Vous voyez? Donc, on a des plus grosses températures, plus des écarts, on a plus de pluie torrentielle, on a plus d'extrêmes. Voilà. Et comment appréhender ça? Moi, je reste confiante. On essaye, par exemple, de protéger les sols du soleil, on laisse plus d'enherbement, on met de la paille, on met du chanvre, on essaye de faire une bonne gestion de l'eau, d'essayer de nourrir, de refaire un complexe argilo-humique qui protège mieux contre le stress hydrique. On essaye de redynamiser les sols. Je pense que tout vient beaucoup du sol et de choisir des porte-greffes peut-être plus résistants à la sécheresse. Mais pour ça, moi, je suis moins concernée que Tristan, parce que Tristan, il a quand même 30 ans de moins que moi. Et c'est votre avenir. Si tu vois, est-ce que tu vois comme… Ouais, mais je pense qu'on a, malgré ce réchauffement, on a quand même une marge de manœuvre. Il y a des cépages qu'on a surgreffés ces 3 dernières années, notamment la Syrah. Ces cépages on est au bord de la vallée du Rhône. On a pas mal de similarités avec le Rhône septentrional français. Et je pense que sur certains cépages, on a une marge de manœuvre, d'une part. Et puis, ces cépages autochtones, mine de rien, les années chaudes leur réussissent aussi. Donc, l'avenir, elle sera de par les méthodes culturelles, ça c'est sûr, mais également par le choix du porte-greffe et du cépage. Certains cépages ont pour moi encore une certaine marge de manœuvre. On n'est pas au pied du mur. On pourrait être au pied du mur sur des gamets, sur la rive droite, sur le poteau de fille, comme on a vu. On peut vite avoir des choses confiturées. Mais voilà, la réflexion, elle va être sur ces paramètres. C'est une méthode culturelle, le porte-greffe et le cépage. Alors, on a notre ami Christian Martret qui nous a rejoint. Salut Christian. Salut Christian. Christian est dans le coin. Si tu veux allumer ton écran, tu peux nous faire un petit coucou si tu as envie. Et il nous posait une petite question. Il nous demandait un petit mot sur le Grenoble 2001. Il a trouvé quelques-unes, le Vénard. Alors, quelques mots sur le Grenoble Petite Arvine 2001 et la Marsanne aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, en 2001. On avait 1 gramme de plus d'acidité dans tous les vins, que ce soit sec, et ça a donné des aromatiques, des équilibres au niveau d'acidité sucre dans les Grenobles. Pour moi, c'est un tout grand millésime. Je vais essayer d'en trouver une pour faire goûter à Tristan. C'est un tout grand millésime. Christian, tu en as encore? Tu en as encore une? Tu n'entends pas, Christian, il faut que tu allumes ton micro. Bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir. Salut. Bonsoir à tous. Salut Christian. Ça me fait très plaisir de vous entendre tous. Très instructif comme conférence, magnifique. Oui, j'en ai retrouvé, oui, j'ai retrouvé des 2001. Et la famille Ravet a cédé sa cave et j'ai pu racheter des 2001. Oh mince alors. Oui, ils ont fermé le restaurant. Mince pour eux, mais par contre, je peux en amener une pour que Tristan puisse la goûter avec toi. Et si Franck est par là, avec grand plaisir. Non, mais on la boit ensemble. On la boit ensemble, je l'amène au domaine très volontiers. Je les récupère bientôt. Oui.
Non, mais je voulais dire tant mieux pour toi. Puis tant Ben pis voilà, pour nous. voilà, voilà. Mais on la boit ensemble, c'est génial. Elle est bu ensemble et entre amis, elle ne sera que meilleure. Voilà. Ouais. Bon. Merci à tous et bonne soirée. Salut Christian, merci. Merci. Un petit passage. Bon, on arrive à la fin, au terme de ce temps d'échange. On va passer la parole à Marie-Thérèse et à Tristan pour un petit mot de la fin. Juste avant de se quitter, vous n'oubliez pas qu'on se retrouve dans 15 jours pour le dernier Wine Talk Show de l'année. Ça sera avec Emmett Elmore et s'ils nous écoutent, les pauvres, je vais écorcher leur nom. Alors, j'ai appris à le dire aujourd'hui. C'est Göknur Gundogan. Voilà. Donc, c'est une sommelière sommelière, pas de restauration en tout cas, elle est conseillère, autrice, journaliste en vin turque. En ce moment, elle est à Istanbul, donc elle nous parlera depuis Istanbul des vins et elle-même fait une cuvée aussi, tout en biodynamie. Levure indigène, et c'est un chouette marché, la Turquie, parce qu'en fait, on ne sait pas, mais 65% du secteur du vin est représenté par des femmes, que ce soit des vigneronnes, des gens du vin, commerciaux, sommeliers. Et donc, voilà, c'est un super, on va en parler, donc le 7 décembre. Et la grande richesse des vins turcs, c'est leur patrimoine empélographique assez extraordinaire. Voilà, on va parler des cépages locaux, donc ça va être très intéressant. Un petit mot de la fin, Marie-Thérèse et Tristan. Oui, moi je croyais qu'on aurait plus de questions. Alors, pour ça que je ne développais pas trop, parce que je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de questions, mais alors non. Ça passe Pardon? vite. Ça passe vite. Ça passe vite, oui. Puis désolé pour cette coupure, qu'on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, je garde un bon souvenir de cette heure passée là avec vous. Et puis j'espère que vous passerez chez nous pour goûter à notre Hermitage. Avec grand plaisir. Hein. On espère. Peut-être. Oui, alors, on n'a pas pu, c'est vrai que ça s'est passé super vite et il y a plein de questions qui sont restées je pense, en suspens sur les vinifications, tout ça. Voilà une raison de plus pour venir nous rencontrer ici. On croit qu'on est un petit peu loin de tout et tout perdu comme ça, mais finalement, Lausanne n'est pas loin, la frontière française et Chamonix n'est pas loin non plus. Donc voilà, moi, j'invite tout le temps, à chaque fois, les gens à venir nous rencontrer ici. Ah oui, je vois qu'il y a des petits messages, on voit des petits messages de personnes qui écrivent. Ouais. Et Marie-Thérèse, peut-être une dernière question. Tu as encore un peu de vin à vendre? Ah ben, on vient de mettre en bouteille. Oui, donc voilà. Oui. C'est encore des vignerons où on peut acheter du vin. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. J'ai mis le site internet aussi. Il y a de sublimes vidéos sur chapa.ch. C'est magnifique. Ils ont fait des super films. Donc, c'est très poétique. On suit le chien à travers les parcelles aussi. Donc, c'est très, très agréable à regarder. Et puis, on a l'impression de se balader au sein des vignes de Fully. Donc, c'est très chouette. Je vous conseille d'aller faire un tour avant d'aller vous rendre sur place. Merci beaucoup pour ce temps de partage et d'amitié. Et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis santé surtout. Hein. Oui, santé. Moi, j'ai l'air vide, mais santé.